Une information qui a choqué aujourd'hui de nombreux analystes, et pas seulement eux. L'OTAN a entamé des négociations directes avec le Kremlin et préparé la reddition des pays baltes à la Russie au début de l'offensive à grande échelle de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Une telle aveu retentissant a été faite par l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. En 2021, le secrétaire général de l'OTAN de l'époque discutait avec les autorités russes du retrait des troupes de l'Alliance des pays d'Europe de l'Est et de la création d'une soi-disant zone tampon dans les pays baltes. Cela est mentionné dans les mémoires de Stoltenberg lui-même. De plus, il est indiqué que le secrétaire général de l'Alliance avait entamé des négociations secrètes avec les Russes, dont les pays baltes n'avaient même pas connaissance. Eh bien, par exemple, à l'automne 2021, Stoltenberg a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, et a proposé de discuter de l'idée du Kremlin de créer une soi-disant zone tampon en Europe ou de ramener l'OTAN aux frontières de 1997. En réalité, seules les forces armées ukrainiennes ont arrêté les Russes, alors que l'OTAN voulait, excusez-moi, abandonner les leurs. Mais il ne s'agit pas de toutes les révélations de Jens Stoltenberg. Dans cet épisode, je vais vous parler de ce que vous avez sûrement déjà lu sur Telegram, mais aussi de détails encore plus intéressants. Stoltenberg a raconté des choses intéressantes. Eh bien, par exemple, il est fier d'avoir, dans les premiers jours de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, refusé bruyamment une aide militaire à Volodymyr Zelensky. Il se souvient aussi que certains pays en Europe, en général, décourageaient d'aider l'Ukraine. Je suis Alexei Pesci, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, un abonnement ou un parrainage. En général, si vous considérez encore que le travail de notre chaîne est important, intéressant et nécessaire, vous pouvez soutenir la chaîne financièrement. Tous les liens et informations pour savoir comment faire se trouvent dans la description de cette vidéo. Il est écrit « Soutenir la chaîne d'Alexei Pesci ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Abonnez-vous à la chaîne Telegram Pesci News via le lien en description. Alors passons maintenant à tout cela dans l'ordre. Dans le livre intitulé « La direction de l'OTAN en temps de guerre », l'ancien secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg fait parfois de brèves excursions dans les étapes antérieures de sa vie. Mais l'attention principale, comme le promet le titre, est portée sur la décennie de 2014 à 2024 durant laquelle Stoltenberg a dirigé l'Alliance de l'Atlantique Nord. C'est ce qu'écrit le journaliste Melis Oitsalu. Et je vais tout de suite citer ses propos. En tant que lecteur, je me suis retrouvé face à une contradiction avec le titre du livre, autant moralement que factuellement. L'OTAN n'a pas mené de guerre pendant le mandat de Stoltenberg. La guerre en Afghanistan était bien sûr un conflit armé officiel, mais comparé à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, cet événement ne méritait absolument pas d'être qualifié de guerre. C'était plutôt une opération antiterroriste qui, par moments, se transformait en action militaire. Étant donné le peu de pages consacrées à l'Afghanistan dans ses mémoires par rapport à la guerre en Ukraine, il devient évident que Stoltenberg a un peu exagéré dans le choix du titre du livre, notamment vu la passivité marquée de l'OTAN au début de la guerre. Ce n'est qu'en 2024 que l'Alliance a officialisé son soutien militaire à l'Ukraine en créant une agence nationale chargée de l'aide à la sécurité et de la formation du personnel pour l'Ukraine. Avant cela, même la mission de formation des soldats ukrainiens était menée sous l'égide de l'Union européenne et non de l'OTAN. Je rappelle encore une fois que le livre de mémoire de Stoltenberg s'intitule « La direction de l'OTAN en temps de guerre ». Et ensuite, le journaliste révèle un aveu choquant de Stoltenberg tiré de ce livre. Il s'est avéré que, dans les premiers mois de l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, Jens Stoltenberg n'a pas soutenu les demandes de Vladimir Zelensky. Dans son livre, il décrit fièrement comment il a frappé fermement du poing sur la table et a refusé d'aider Zelensky au moment où il en avait le plus besoin, lorsque le président ukrainien s'est adressé à l'OTAN pour obtenir de l'aide en matière de défense aérienne. De plus, Stoltenberg confirme qu'en Occident, beaucoup supposaient au début de la guerre que Kiev tomberait très rapidement. Comme le reconnaît Gensi. Il le reconnaît. Comme le reconnaît Gensi. Les États-Unis disposaient de renseignements fiables selon lesquels la Russie avait l'intention d'attaquer l'Ukraine dès la mi-octobre 2021, après quoi la CIA a demandé une audience d'urgence avec lui. Bol, écoutez, ils vont vraiment attaquer là-bas, il faut faire quelque chose.
Les évaluations du renseignement français et allemand différaient beaucoup de celles des États-Unis. Sensitibular Deutsch États-Unis. Paris et Berlin considéraient que la menace d'une invasion de l'Ukraine était exagérée et soulignaient la nécessité d'éviter une escalade. Et Stoltenberg penchait justement du côté des camps français et allemands concernant les craintes d'escalade. Et j'ai été frappé. Mais Stoltenberg écrit clairement dans ses mémoires que sa tâche était de montrer à Vladimir Poutine que l'OTAN ne voulait pas la guerre. De plus, Stoltenberg reconnaît que lui et son père insistaient sur le maintien du dialogue avec la Russie, même dans les cas où la majorité des Alliés rejetaient cette idée. Stoltenberg écrit avec fierté comment il a réussi à établir un dialogue avec les Russes au sein de l'OTAN, même après l'annexion de la Crimée. Contrairement au désir de Zelensky d'obtenir une aide militaire plus décisive. Il dit « Regardez, Zelensky voulait faire la guerre, alors que moi, j'ai réussi à établir un dialogue avec les Russes sauvages. Donc c'est super. » Et comme l'écrit Stoltenberg, pour lui, le dialogue avec la Russie était un signe de force et non de faiblesse. Voilà ce qu'il dit. « J'étais fort parce que je parlais avec ces Russes sauvages. » Et dans le chapitre de ses mémoires intitulé « La guerre d'août », le 21 avril 2023, Stoltenberg se souvient d'une rencontre personnelle avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, à l'automne 2021. Et il reconnaît que, malgré la prise de conscience de l'opposition, notamment de la part de la Pologne et des pays baltes, il a néanmoins proposé à Lavrov que le Conseil OTAN-Russie discute de l'idée russe de créer une zone tampon dans les régions frontalières et du retrait des troupes alliées vers les positions qui existaient avant 1997. Autrement dit, Stoltenberg était prêt à satisfaire absolument toutes les exigences du dictateur russe Vladimir Poutine. Mais comme on dit, pour ne pas s'en prendre uniquement à Stoltenberg, il convient également de noter que peu de temps après ce dialogue entre Stoltenberg et Lavrov, les États-Unis ont publiquement déclaré leur volonté de discuter du déploiement des forces en Europe. Ceci est devenu un épisode très désagréable pour les pays baltes. À cet égard, les diplomates estoniens confirment que Stoltenberg a effectivement tenté de soulever cette question dans le dos des pays frontaliers de l'OTAN à l'Est. En janvier 2022, le Conseil OTAN-Russie a été convoqué dans l'espoir que les intentions constructives de la Russie y seraient déclarifiées. Mais les Russes, au lieu de cela, comme l'écrit Stoltenberg, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ont déclaré que leur proposition n'était pas un menu dans lequel on pouvait choisir un plat approprié, mais une offre à prendre ou à laisser. Mais Stoltenberg n'a même pas consulté la Pologne et les pays baltes, c'est-à-dire qu'il voulait simplement sacrifier les alliés à la Russie. Et ici, je noterai que si le secrétaire général de l'OTAN envisage calmement l'idée que l'ordre en Europe, qui existait avant 1997, puisse d'une certaine manière être partiellement rétabli. Sous couvert de mesures visant à renforcer la confiance avec les Russes, ce n'est plus une réduction des risques, c'est une redistribution des risques. Et de telles questions, Stoltenberg n'est tout simplement pas habilité à les résoudre dans sa fonction. C'est-à-dire, au minimum, cela aurait dû être discuté avec les Alliés. Et voici un point intéressant. En Estonie, la haute direction a publiquement confirmé que personne au sein de l'OTAN n'avait publiquement évoqué l'idée que quelqu'un soit prêt à conclure un quelconque accord avec les Russes. C'est pourquoi cela soulève la question de savoir sur quelle décision prise par consensus Stoltenberg s'est appuyé, par exemple, lorsqu'il a dès le début dit non si fermement à Volodymyr Zelensky. Stoltenberg révèle aussi que, dès les premiers jours de la guerre, le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé en réunion à huis clos qu'il ne pouvait pas abattre d'avions russes. Et Emmanuel Macron avertit qu'une intervention excessive de l'Europe pourrait renforcer la version russe d'une implication directe de l'OTAN. C'est pourquoi il appelait à ne pas trop s'impliquer dans cette guerre. Il disait « Écoutez, pourvu que cela n'arrive pas, pourvu que Dieu nous en préserve. Poutine pourrait croire que nous faisons la guerre. Non, jamais. » Et ici, je vais vous citer ce même journaliste Haït Salou. Comme le montre la rencontre entre Stoltenberg et Lavrov, que l'ancien secrétaire général décrit lui-même avec une franchise inhabituelle, pour le flanc est de l'OTAN, un juste milieu raisonnable peut signifier ignorer les intérêts des pays qui ont rejoint l'Alliance plus tard. Stoltenberg a tendance à considérer le dialogue comme une procédure neutre du point de vue des valeurs, comme si le simple fait d'avoir un canal de communication était déjà une vertu en soi.
En réalité, tout dépend de ce qui est normalisé à travers ce dialogue. Du point de vue d'un petit État, le dialogue n'est jamais une vertu abstraite et absolue. Dans certaines situations, le prix du dialogue peut être une diminution du niveau de sécurité. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si ces informations vous ont été utiles et intéressantes, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, par exemple via le QR code affiché à l'écran ou via les liens dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.